Créer un monstre au cinéma, c'est tout un challenge. Depuis tout gamin, je me shoot aux films de monstres, en particulier les créatures géantes. Au-delà des nombreux points communs que peuvent avoir tous les monstres géants les plus mythiques, Godzilla, King Kong, le Bibonhomme Chamallow, celui qui revient toujours, ou plutôt qui se doit de revenir pour marquer le spectateur, l'iconisation. Qui repose sur le fait de, en quelques plans ou une séquence, d'une part de rendre le monstre crédible, dans le sens où on pourrait croire que cette chose existe et de la magnifier, de le mettre sous son plus bel angle, et qu'on ait compris tout ce qu'on doit savoir sur la créature. DreamWorks Animation a à de nombreuses reprises approvisionné le bestiaire des créatures géantes dans le cinéma d'animation. Je vous renvoie sur la vidéo du puits animé pour l'histoire du studio, ainsi que sa vidéo sur les méchants sous-estimés. Et en 2010, le studio sort un film dont le cœur de l'intrigue repose sur des créatures mythiques, les dragons. L'histoire d'Harold, un jeune viking qui, au milieu d'une guerre opposant vikings et dragons, va se lier d'amitié avec une de ces créatures. L'ayant blessé au départ, le jeune viking crée une nouvelle aile au dragon, et de cette nouvelle amitié, une alternative au conflit dragon-viking va s'ouvrir. Notamment au moment où nos héros découvrent la pièce manquante du puzzle. Un monstre inconnu des vikings qui se révèle être un tyran pour les dragons, les obligeant à piller les humains pour ses propres besoins. Harold tente de prévenir son père, mais aveuglé par la trahison de son fils qui s'est lié avec un dragon, Stoïque se lance tête baissée dans la gueule du loup. Comment créer une tension ? À ce point du film, nous sommes dans une situation où nous, spectateurs, nous savons quelque chose que les personnages ignorent. Ce qui par ailleurs dans un film d'horreur pourrait être vu comme une situation stupide. Oui, toi tu sais qu'il y a Michael Myers dans le tunnel ou que l'Indoraptor va se réveiller, mais le personnage que tu suis l'ignore. Et là en l'occurrence, on sait qu'un danger gigantesque attend les Vikings. Premier point, le film joue avec ça. Car le bref passage où l'on a aperçu la mort rouge n'est pas la vraie présentation du monstre. Il est tapi dans l'ombre et n'a laissé entrevoir que sa tête dans l'obscurité. Ce qui amène au fait que même en sachant vers quoi les Vikings se dirigent, on ignore de quoi est capable cette chose. Une mécanique qui se rapproche de la recherche de Monstro dans Pinocchio ou l'entrée du T-Rex dans Jurassic Park. Appréhender la menace. Une appréhension qui va monter crescendo, également par le son. Le son est utilisé ici comme une sorte de minuterie, un compte à rebours avant l'explosion si vous voulez. Durant la recherche du nid, il n'y a que ce son ambiant et une faible musique. Tout est fait pour qu'on s'imprègne de l'ambiance brumeuse et inconnue du nid des dragons. Stoïque descend du bateau, et là... Plus qu'un choix sonore ou esthétique, ce plan est capital. Annonciateur de ce qui va se passer, Stoïque est pris pour cible, seul au milieu de la brume et donc seul dans son erreur. Et c'est encore une fois un indice qui devrait indiquer à nos personnages que quelque chose ne va pas. C'est la fin du premier acte de l'entrée en scène du monstre. La recherche est terminée et donc le son qui émane de la mort rouge s'arrête également. La deuxième partie reprend le même procédé mais en mettant à l'honneur cette fois les bruits des armes et catapultes des vikings, leurs hurlements et ceux des dragons dans un bref combat sans la moindre musique. Outre le fait que le combat est très court, le reste des combats du film sont toujours sublimés par une orchestration épique. Mais pourquoi ce choix de ne pas mettre de musique ? Pour diminuer l'aspect grandiose. Parce que tout simplement, le vrai combat n'a pas encore démarré. Parce qu'encore une fois, le son est une bombe à retardement ici. Et quand la mort rouge se pointe, c'est l'explosion littérale. La musique démarre immédiatement brutale et bruyante sans introduction. La panique s'empare de la scène sans prévenir. Le son, la musique et le mur par la même occasion éclatent. Et en 3 plans, la mort rouge se révèle et juste avant d'iconiser le monstre dans tout son gigantisme, un plan sur le visage de Stoïque qui prend conscience de l'énorme erreur qu'il vient de faire. Jusqu'à l'apothéose qui montre toute la puissance de la Reine des Dragons. Et voilà, vous avez un exemple brillant de comment travailler la tension d'une scène pour présenter une créature. Une scène qui progresse d'un ton calme et mystérieux à une panique gigantesque. Tout le génie de la scène est là aussi. Les Vikings comme nous ne savent pas ce qu'est la mort rouge. Tous les trolls, c'est quoi ça ? Et la réplique de Stoïque apporte une dimension mythique aux monstres, sous-entendant que seul un dieu pourrait les sauver de cette créature. Que Thor nous garde. Mais, mis à part son entrée en scène, vous allez sûrement me dire que ce méchant n'est qu'un gros obstacle de fin pour le climax. Mais déjà, non, le film joue avec ça. La particularité de ce méchant est qu'il est présent tout le long du film sans qu'on le sache. Quand on le découvre dans le nid, c'est censé être un retournement de situation. Les dragons attaquent les humains non pas par nature mauvaise, mais par oppression de leur reine. Où est ma nourriture ? Mais aussi, et c'est beaucoup plus subtil, si le film crée un parallèle constant entre Harold et Croque-Mou, le film en crée un entre l'amant rouge et l'autre antagoniste du film, Stoïque.
Parce que le conflit principal de notre héros est certes sa relation avec son père, mais c'est oublier le fait que Stoic est le chef des Vikings. C'est donc par conséquent lui qui prend les décisions. Il a sa part de responsabilité dans le conflit, notamment vers la fin. Ce sont ses actions qui conduisent les Vikings à se faire acculer, de la même manière que ce sont les actes du chef des dragons qui amènent ces derniers à être traqués. Et niveau mise en scène, ça joue aussi. Toutes les scènes incluant Stoic, notamment la présence d'Harold, sont dans un éclairage obscur. Aucune lumière si ce n'est une teinte rouge provenant des flammes ou d'une braise. Une ambiance illustrant le conflit entre Harold et son père que l'on retrouve dans le nid des dragons, où un conflit règne entre le chef et les sbires. Alors vous allez penser que je réinterprète, mais si vous regardez le générique de fin, le nom des doubleurs des personnages humains apparaît devant une esquisse de leurs dragons respectifs. Et si vous regardez qui apparaît devant le doubleur de Stoic, la mort rouge a été conçue comme le monstre ultime, un monstre dont les humains n'auraient jamais imaginé l'existence. En se basant sur l'homologue du livre de Cressida Cowell, The Green Death, le monstre est rebaptisé Red Death dans le film. Il fut un temps envisagé d'en faire un monstre marin intitulé Sea Dragonius, mais le concept fut mis de côté, avant d'être recyclé pour le roi des dragons du deuxième film. Cela étant, on retrouve quelques traces des concepts marins du monstre sur le design final, comme le corail rouge sur tout le corps et la fameuse couronne, symbole de royauté, en forme de corail. L'équipe du film a voulu donner un côté poussiéreux au monstre, comme si la créature n'avait pas été réveillée depuis des siècles et n'avait pas utilisé son feu depuis le même temps. Et franchement, ça se sent dans le rendu final. Les couleurs désaturées de lignes déteignent sur le monstre, lui donnant une texture assez rocheuse. L'apport des 6 yeux est également dans le but de montrer une surpuissance par rapport aux autres dragons. La mort rouge reste à mes yeux le meilleur méchant de la franchise Dragon. Son design, son histoire suggérée, le combat final légendaire servant de ciment dans l'amitié de Harold et Croque-Mou, elle est au cœur de cette scène et de ce film incroyable et c'est ce qui en fait une véritable reine.